Madame la ministre, chère Roselyne, Monsieur Jean-François de Clermont-Tonnerre, chers collègues, mesdames, messieurs, cher Franck Courchon, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici au Collège de France ou derrière vos écrans pour la 5e édition de la chaire annuelle Biodiversité et écosystème. Créée avec le soutien de la Fondation Jean-François de Clermont-Tonnerre, cette chaire entend contribuer à faire progresser la recherche et à éclairer les débats sur le monde vivant, l'environnement et la biodiversité, plus important que jamais, en invitant au Collège de France des personnalités de premier plan dont les travaux scientifiques ont vocation à être largement diffusés, y compris à destination du grand public. Je vais commencer à vous faire lecture d'un petit passage biblique qui est attribué au prophète Ésaïe, où on trouve une vision d'une cohabitation pacifique de tous les animaux. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon le conduira, la vache et l'ours auront la même pâture, leurs petits même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main, il ne se fera ni mal ni destruction. Alors les tenants des études animalistes, domaine de recherche récent, pourraient s'interroger sur une télévision qui veut transformer le loup, le lignon, le léopard et d'autres en végétariens. Mais il est intéressant de noter que ce texte pose la question d'une cohabitation entre les espèces et entre prédateurs et leurs proies. Et une des questions relativement peu étudiées en écologie, et pourtant devenue incontournable à l'heure de la mondialisation et du réchauffement climatique, est la menace qui vient des espèces exotiques envahissantes. Les invasions biologiques n'ont pas uniquement des conséquences sur la biodiversité, elles impactent l'agriculture, la santé humaine et également les infrastructures, les réseaux électriques et de communication. Mais les invasions biologiques, c'est aussi une très bonne façon de montrer la complexité des écosystèmes. Ainsi, on a pu démontrer que dans un milieu donné, un prédateur ne peut pas tuer tous ses proies, sinon il disparaît. Il apparaît également que certaines espèces exotiques envahissantes pouvaient avoir un effet complexe et parfois paradoxal dans les milieux qu'elles ont colonisés. Ainsi, les chats envahissant certaines îles protègent malgré eux les oiseaux, car ils les défendent de la prolifération d'un prédateur encore plus redoutable, à savoir le rat. Donc, pour faire avancer la recherche sur ce thème et la recherche écologique tout court, il faut un dialogue entre les disciplines. Et celui qui est le plus à même d'engager ce dialogue est le titulaire de la chaire Biodiversité et écosystème de cette année, M. Franck Courchon, que j'ai le plaisir de vous présenter brièvement. Franck Courchon est directeur de recherche première classe au CNRS, à l'Institut national d'écologie et environnement. Il dirige l'Université Paris-Saclay. À l'Université Paris-Saclay, une équipe de recherche sur la dynamique de la biodiversité et les impacts des activités humaines sur les écosystèmes et les espèces. Il est depuis 2020 titulaire de la chaire AXA de biologie des invasions de l'Université Paris-Saclay. Titulaire d'un doctorat de biométrie de l'Université Lyon 1, il a travaillé ensuite à l'Université de Californie San Diego, puis à l'Université de Cambridge, avant de rejoindre le CNRS en 2000. Il a été professeur invité à l'Université de Californie à Los Angeles en 2014-15. Il est auteur de plusieurs livres et de plus de 200 publications internationales. Il est un des scientifiques le plus cités au monde dans son domaine. Il est également auteur de rapports dans des panels intergouvernementaux tels que la Convention sur la diversité biologique, le JEC ou l'IPBES. Franck Courchon est encore un vulgarisateur hors pair, comme le montrent les nombreux documentaires auxquels il a participé. Je ne citerai que la mini-série Une espèce à part de 10 épisodes en 2019, distribuée par Arte, vous pouvez toujours le trouver. Au niveau des livres, L'écologie pour les nuls, en 2009, et une bande dessinée avec Mathieu Huguetti, La guerre des fourmis, sur les fourmis invasifs, en 2019. Franck Courchon a reçu en 2011 la médaille d'argent du CNRS. Il fut nommé à l'Académie européenne des sciences en 2014.
En 2021, il devient chevalier de l'Ordre national de mérite et obtient en 2023 le Grand Prix de la Société française d'écologie et d'évolution. Et j'ai certainement oublié d'autres honneurs. Cher Franck Corchamps, nous sommes heureux de votre nomination à la chaire annuelle Biodiversité et Écosystème. Nous vous accueillons avec plaisir parmi nous et nous sommes impatients de vous entendre. Merci, monsieur l'administrateur. Chers collègues, chers amis, chers publics, je vous remercie de me faire l'immense honneur d'être présent si nombreux aujourd'hui dans cette salle et en ligne. Je remercie également, mesdames et messieurs les professeurs du Collège de France, pour ma nomination, témoignant de leur intérêt et de leur confiance. Et en premier lieu, professeur Edith Heard, pour avoir d'une part œuvré pour l'existence de cette chaire, pour avoir ensuite convaincu ses collègues de me la confier, et enfin pour m'avoir convaincu, moi, d'accepter cette belle responsabilité. Je voudrais aussi remercier la Fondation Jean-François Clermont-Tonnerre, qui finance cette chaire, donc cette chaire de biodiversité et écosystème, et ce qui permet à tout le public d'avoir un accès à l'enseignement libre et gratuit sur ce thème ô combien important. Et à l'heure d'un regain de remise en cause ou remise en question des faits en général et des faits scientifiques en particulier, ce type de soutien est devenu vraiment essentiel. Je vais donc vous proposer un cours introductif sur la base de 3 concepts clés sur la biodiversité, 3 concepts qui me sont chers. Il y en a d'autres évidemment, mais ceux-là me définissent particulièrement: la complexité, les paradoxes et le holisme. Mais avant de traiter ces 3 concepts, nous allons voir brièvement ensemble ce qu'est la biodiversité, évidemment, suivi d'une partie intermédiaire sur la discipline qui se focalise sur l'étude de ces différentes facettes et dimensions. L'ensemble de ces idées, concepts et exemples sera décliné à l'aune de mes propres recherches, comme c'est le principe au cours des cours du Collège de France. Et ça me donne l'occasion de remercier trop brièvement l'ensemble de mes collaborateurs, et en particulier mes doctorantes et mes doctorants et mes postdocs, sans qui évidemment ces travaux n'auraient pas pu avoir lieu, mais également sans qui ils n'auraient pas été aussi stimulants et aussi intéressants. Et je mesure pleinement, quasi quotidiennement, la chance extraordinaire que j'ai encore, de travailler avec ces gens-là. Et j'en profite également pour remercier le CNRS, qui m'a embauché il y a 25 ans, qui m'a donné depuis non seulement un salaire et la sécurité de l'emploi, ce qui m'a permis de conduire des projets à long terme et des projets plus risqués, mais qui m'a également laissé jouir d'une totale liberté sur mes sujets de recherche, sur les approches pour traiter ces sujets et sur la communication des résultats auprès du public ou auprès de mes collègues. Et pour avoir des collègues dans le monde entier, je peux vous assurer que c'est une situation très privilégiée depuis de nombreuses années. Et ce qu'on voit aux États-Unis en ce moment nous rappelle à quel point cette liberté n'a pas de prix en recherche. Mais venons-en au vif du sujet. Donc, qu'est-ce que la biodiversité ? Alors, le terme biodiversité est en fait des plus simples à expliquer. C'est une contraction de diversité biologique. C'est la diversité de toutes les formes du vivant. On peut l'imaginer comme une toile vivante où chaque fil va raconter une histoire et qui contribue à enrichir ce patchwork de vie. Et classiquement, on distingue 3 niveaux de biodiversité en fonction de l'échelle à laquelle on s'intéresse. Le premier niveau, c'est le niveau spécifique, c'est-à-dire le niveau des espèces, le nombre d'espèces qu'il y a dans un espace donné, par exemple dans une rivière, dans un parc national, dans un pays, ou selon un groupe taxonomique donné, comme par exemple ici les papillons. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'espèces de papillons qu'il y a dans le monde ? Il y en a entre 160 et 180 000 espèces. C'est donc un groupe taxonomique qui a une très riche biodiversité spécifique. En comparaison, d'autres groupes, comme les menthes religieuses, par exemple, ont une diversité spécifique bien plus limitée, environ 2400 espèces.
connus. Mais il existe un autre niveau, celui de la biodiversité génétique, donc au sein d'une même espèce. Au sein d'une même espèce, il y a une diversité, vous pouvez vous en convaincre en regardant vos voisins, qui sont de la même espèce que vous, et pourtant, vous verrez que ce n'est pas des clones. Et certaines espèces ont une riche biodiversité génétique, comme les chiens, par exemple, dont on recense officiellement plus de 340 races. D'autres espèces ont une biodiversité génétique bien plus faible. L'exemple classique, c'est le guépard. Il existe à peu près 7500 individus guépards. On sait que cette faible biodiversité génétique, donc tous les individus sont très semblables les uns aux autres, de l'ordre de 99%, et ça va rendre l'espèce entière particulièrement vulnérable à tout ce qui peut les toucher globalement. Si une maladie, par exemple, affecte un individu, ça peut affecter tous les individus puisqu'ils sont très semblables. Et ça, on sait que c'est dû à ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, un moment dans leur histoire, en l'occurrence il y a à peu près 10 000 ans, où le nombre d'individus de cette espèce a été catastrophiquement faible, on pense une dizaine de guépards, et où donc la diversité génétique de l'espèce entière, cette dizaine d'individus, avait fortement réduit. Et puis on a un troisième niveau de biodiversité, au-delà des espèces, qui concerne les écosystèmes. Un paysage, une région, un pays peuvent avoir une diversité plus ou moins riche d'écosystèmes. Si on prend ces deux photos, on peut imaginer que dans ce récif corallien, on a une riche biodiversité spécifique, bien plus riche que dans cette autre photo. Mais la biodiversité écosystémique, ici, est bien plus faible parce qu'en fait, on a un seul écosystème, le récif corallien. Alors que dans cet écosystème, dans ce paysage-là, on a d'abord un écosystème de prairies, derrière, on a un écosystème de lacs, on a un écosystème de forêt ici et un écosystème de montagne. On a donc une biodiversité écosystémique bien plus riche. Et c'est ainsi que dans certains pays, on peut avoir une biodiversité spécifique riche et une biodiversité écosystémique faible. Évidemment, ces trois niveaux sont reliés entre eux, ils forment en fait un gradient continu, mais ces trois niveaux, donc, ils sont un petit peu artificiels, mais ils sont quand même suffisamment distincts pour que chacun puisse être étudié en soi. La plupart des études vont s'intéresser au niveau spécifique, le premier que j'ai mentionné, celui des espèces, parce que c'est le palier le plus abordable, à la fois au niveau conceptuel et au niveau pratique. Et lorsqu'on parle de biodiversité sans préciser plus, il s'agit en général de biodiversité spécifique, et c'est de cette biodiversité à laquelle je vais souvent faire référence dans ce cours. Donc cette biodiversité est importante, et cela a été très bien dit il y a quelques années par un écologue américain contemporain, David Tillman, qui a dit « La caractéristique la plus frappante de la Terre, c'est sa vie, et la caractéristique la plus frappante de la vie, c'est sa diversité ». Évidemment, lorsqu'on parle de biodiversité spécifique et qu'on parle d'importance, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est mais combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Donc je vous repose la même question que tout à l'heure pour les papillons. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'espèces qu'il y a sur Terre? Bon, je pose la question, mais de toute façon, je ne vous entends pas. Donc Bon, actuellement, la science connaît 2,3 millions d'espèces eucaryotes. Les eucaryotes, c'est les animaux, les plantes, les champignons et les protistes. 2,3 millions d'espèces. 3 à 400 000 espèces végétales, environ 100 000 espèces de champignons, 1 900 000 espèces animales. Et je précise espèces décrites parce qu'en fait, il y a une distinction entre les espèces connues de la science et les espèces qu'on estime être présentes, mais qu'on n'a pas encore découvertes. Et ce que je souhaite souligner dans ce tableau, où vous voyez ici en ligne différents groupes taxonomiques, différents groupes d'espèces, et ici, en colonne, vous avez le nombre d'espèces connues, le nombre d'espèces existantes, et donc le pourcentage d'espèces inconnues. Et évidemment, l'objectif, ce n'est pas de regarder tous les nombres ici. L'important, c'est de regarder cette dernière colonne qui indique le pourcentage d'espèces qui nous reste à découvrir, selon nos estimations, dans les différents groupes taxonomiques qui sont en ligne. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, par exemple, pour les mammifères, qui sont généralement assez gros, qui sont assez proches de nous, qu'on pense relativement bien connaître, il y a encore près d'une espèce sur 10 qu'on n'a toujours pas découvert. À l'inverse, les insectes, c'est près de 9 espèces sur 10 qu'on n'a toujours pas découvert. Les insectes, c'est petit, les poissons, c'est un peu plus gros,
poissons, 9 espèces sur 10 à peu près, qu'on n'a toujours pas découvert. Alors vous allez me dire, les poissons, c'est sous l'eau, ça peut aller profond, ça bouge tout le temps. Les algues, ça ne bouge pas, c'est pas très profond parce que ça a besoin de la lumière de la photosynthèse, pour la photosynthèse. C'est aussi à peu près 9 sur 10 qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément d'espèces qu'on ne connaît pas, et c'est surtout dans certains groupes. Vous voyez ici, par exemple, les champignons et les insectes. Alors, les insectes, 8 millions, c'est à peu près par là-bas. Et ça fait que nous vivons, en fait, sans le savoir, dans un monde de champignons et d'insectes. Et ça, c'est si on parle des eucaryotes. Parce que si on met de côté, de toute façon, les animaux, les plantes et les champignons, ce qui va rester des eucaryotes, c'est-à-dire tous les organismes dont les cellules possèdent un noyau délimité par une membrane. Donc si on élimine champignons, plantes et animaux, ce qui reste, c'est les protistes. Et on voit bien ici dans l'arbre du vivant, qui en fait ressemble plus à un buisson qu'à un arbre, que ces trois groupes sont en fait tout petits au milieu d'un nombre incroyablement élevé de protistes. Et comme les eucaryotes, c'est qu'un seul des trois groupes du vivant, avec les bactéries et les archébactéries, ces deux derniers groupes forment les prokaryotes, ils forment en fait, et de loin, la grande majorité de la biodiversité. Et si tant est qu'on puisse transposer le concept d'espèces sur ces organismes, on pourrait alors parler de jusqu'à 10 milliards d'espèces. Alors, la biodiversité n'est pas importante qu'en termes quantitatifs, elle est également importante qualitativement, dans le sens qu'elle importe. Et elle importe parce qu'elle a une très grande valeur utilitaire pour les humains, mais aussi une valeur intrinsèque, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'elle apporte aux humains. Alors, dans la valeur utilitaire, je vais aller assez brièvement sur ces aspects-là, il y a ce qu'on appelle les biens et les services. Et au niveau des biens et des services, ce qui est un peu plus simple à expliquer, c'est les biens. Donc les biens, par exemple, ce que nous apporte la nature en termes d'alimentation. Tout ce qu'on mange, c'est de la biodiversité. Et pourtant, par rapport à ce qui est disponible, on exploite très peu cette biodiversité. Moins de 3% des plantes qui sont disponibles pour l'agriculture sont utilisées pour la nourriture. 12 espèces fournissent les 3/4 de la nourriture mondiale, 3 espèces pour la moitié. Un autre type de biens, c'est les matériaux, le bois, la laine, le coton, le chanvre, les cuirs, les huiles, etc. Alors on a souvent l'impression qu'on vit dans des mondes de béton, de plastique, de verre, mais en fait l'humanité en général utilise encore énormément tous ces matériaux. Et rien que pour le bois, par exemple, plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont entièrement tributaires du bois comme combustible pour se chauffer et pour se nourrir. Et puis un troisième exemple de bien assez classique, c'est les médicaments. Quand on pense industrie pharmaceutique, on pense chimie, mais en fait les 2/3 des molécules utilisées dans l'industrie pharmaceutique, on ne sait pas les synthétiser, et donc elles proviennent directement des plantes à état naturel. Et puis à côté des biens, il y a les services. Donc les services, c'est par exemple la purification de l'eau et de l'air, la pollinisation. Pas oublier, 80% à peu près de nos cultures sont pollinisées par les animaux. La fertilisation des sols, pas seulement les vers de terre, les insectes, la microfaune. Et la biodégradation et la détoxification. Quand on dit que quelque chose est biodégradable, c'est qu'il est dégradable par la biodiversité. Sans la biodiversité, votre trognon de pomme resterait un trognon de pomme. Et puis, à côté de la valeur utilitaire, il y a la valeur intrinsèque. Chaque écosystème, chaque espèce, chaque population, chaque individu même, a une valeur indépendamment de son utilité pour les humains. Je ne vais pas passer plus de temps pour expliquer plus avant ce concept, mais je voudrais quand même juste souligner qu'elle est différente de la valeur que nous leur attribuons pour des raisons émotionnelles, culturelles, religieuses et spirituelles. Et cette biodiversité, qui est importante, elle est menacée. Donc je vais vous donner juste 2 chiffres, 2 graphes qui sont tirés du rapport de l'IPBES, qui date d'il y a 5 ans. C'est la première évaluation mondiale de l'état des connaissances sur la biodiversité. L'IPBES,
c'est le pendant du GIEC pour la biodiversité. Le GIEC, c'est pour le climat. Premier chiffre, 1 million d'espèces d'animaux et de plantes sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies. On voit ici, en ligne, différents groupes taxonomiques et en différentes couleurs, en fait, on voit les catégories de menaces. Évidemment, plus c'est orange-rouge, plus c'est menacé. Noir, c'est même carrément éteint. Et vous voyez qu'il y a certains groupes qui sont beaucoup plus menacés que d'autres. Puis le deuxième graphe que je voulais mettre, donc le premier, c'est les menaces sur les espèces actuelles. Le second, c'est les espèces qui sont éteintes récemment. Et vous voyez ici qu'on a une accélération, selon différents groupes, une accélération des espèces, de l'extinction des espèces. Alors ce graphe, il n'est pas hyper bien fait parce qu'il est un peu contre-intuitif. Plus ça monte, moins c'est bien. C'est comme la température, on va dire. Alors la biodiversité est donc importante dans tous les sens du terme. Mais elle est également unique. Elle est unique en cela qu'elle est à la fois un objet et un processus, un petit peu comme le feu. Si vous prenez le feu en photo, vous aurez une bonne représentation de ce qu'est le feu. Mais en fait, c'est une représentation incomplète, parce que le feu est en mutation constante. La biodiversité, elle aussi, est en mouvement perpétuel, en équilibre dynamique, et en plus, elle s'auto-façonne. On dit qu'elle est autopoïétique. La biodiversité actuelle, c'est la résultante de la biodiversité passée et la base de la biodiversité future. Elle est donc à la fois mémoire et promesse. Il y a évidemment d'autres dimensions, comme la biodiversité phylogénétique, la biodiversité fonctionnelle, d'autres encore, que je ne vais pas évoquer ici pour des raisons de temps. La biodiversité, elle est importante, elle est unique, elle est multidimensionnelle, et pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, en fait, c'est un fascinant objet d'étude. Un objet d'étude qui va donc nous amener à notre seconde partie, qui va dépeindre dans les grandes lignes la discipline qui s'y intéresse. Et cette discipline, c'est l'écologie. Alors l'écologie, c'est la science qui explore les interactions entre les organismes et leur environnement. Leur environnement, c'est leur environnement physique, mais c'est également les autres espèces. C'est un champ disciplinaire de la biologie, et si on regarde ici les principales sous-disciplines de la biologie et leur développement au cours du temps, en fait, on peut s'apercevoir qu'on est progressivement passé à des études d'objets de plus en plus petits, des organismes aux organes, aux tissus, aux cellules, aux organelles, aux molécules et aux gènes, avec les disciplines associées. On s'aperçoit également qu'on a eu ensuite une tendance à remonter dans cette échelle, mais ces représentations classiques oublient que la biologie n'a pas pour plafond d'échelle l'organisme et qu'il existe tout un autre univers au-delà du corps, c'est l'environnement du corps. Et en fait, l'écologie, elle se situe ici. Alors l'écologie, ce n'est pas la seule discipline qui a pour objet central l'étude de la biodiversité, c'est également le cas pour l'évolution. Donc l'évolution, c'est la science qui explore l'origine et la transformation de la biodiversité au cours du temps. Donc l'écologie et l'évolution, c'est deux regards complémentaires sur le vivant. On peut dire que l'écologie observe la danse des espèces dans leur environnement, leurs interactions, leurs équilibres actuels. L'évolution, elle, raconte l'histoire de cette danse, comment les pas se sont enchaînés, transformés, perfectionnés au fil du temps. Ensemble, les deux révèlent la beauté et la complexité de la vie, à la fois dans l'instant et dans sa longue marche. Et en fait, l'écologie, c'est un ensemble de sous-disciplines assez riches, dont je vous ai mis un sous-échantillon ici, enfin un échantillon, et dont chacune va se spécialiser sur certains aspects, certaines échelles ou certains types de biodiversité. Et de plus, l'écologie, c'est un champ disciplinaire de la biologie, mais c'est également un champ très pluri- et interdisciplinaire qui utilise la physique, les mathématiques, la chimie, les sciences humaines et sociales, etc. Ce qui fait que deux écologues pris au hasard ont généralement des profils et des expertises assez différentes. Par exemple, je fais partie de celles et ceux qui pensent que comprendre les mathématiques permet un regard particulièrement enrichissant sur l'écologie, mais à la différence de certaines et certains de mes collègues, j'ai très peu d'appétence pour la biologie moléculaire, par exemple. Et comme dans chacun des champs disciplinaires, il y a beaucoup de disciplines différentes qui peuvent être sollicitées pour étudier différents aspects de la biodiversité, le nombre total de ponts interdisciplinaires qui existent pour étudier cette biodiversité est particulièrement élevé.
Et je ne parle pas ici de la richesse de l'objet biodiversité, mais uniquement la richesse des angles selon lesquels on peut l'étudier. Si on se souvient aussi de la richesse de la biodiversité, qu'on est encore très loin d'avoir seulement décrit, et qu'on voit le nombre incommensurable de possibilités de l'étudier, on peut en déduire qu'une société qui se respecte n'aura jamais assez d'écologues. Un des découpages disciplinaires les plus classiques, qui est celui que j'ai d'ailleurs cheminé le long de ma carrière, c'est celui qui est basé sur les niveaux d'organisation. Alors on part par exemple des individus, qui s'appelle l'écologie, les individus dans leur milieu. Au-dessus, on a les populations, c'est-à-dire des ensembles d'individus de la même espèce dans un même espace, qui vont interagir les uns avec les autres dans leur habitat. On appelle ça la démoécologie. L'étude des communautés, c'est-à-dire de plusieurs populations de plusieurs espèces différentes dans un écosystème, c'est la synécologie, etc. Et à chaque fois, on a une échelle d'études spécifique du milieu à l'habitat, à l'écosystème, au paysage, c'est-à-dire un ensemble d'écosystèmes, jusqu'à la biosphère dans son ensemble. Alors, mes premières armes avec l'écologie se situent à ce niveau, la dynamique des populations, et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de vous expliquer assez brièvement l'intérêt que peuvent avoir ces différentes disciplines pour un chercheur. Alors, l'écologie des populations, ça se divise classiquement en dynamique des populations et génétique des populations. Moi, je me suis intéressé à la dynamique des populations, c'est-à-dire l'évolution dans le temps des nombres d'individus en fonction des naissances, des morts, des immigrations, etc. Des individus d'une population ou des individus de plusieurs populations en interaction, comme par exemple ici un hôte et son parasite. C'est un champ disciplinaire qui fait évidemment appel à l'écologie, mais également aux mathématiques et à l'informatique. Et sans rentrer dans ces considérations techniques, je vais vous expliquer l'intérêt de ce système très simple, à deux espèces en interaction, avec un exemple classique en dynamique des populations, celui des lièvres arctiques et des lynx dans le Grand Nord américain. Donc cet exemple, il est tiré d'un excellent jeu de données sur plusieurs décennies, qui a été obtenu grâce aux données historiques collectées par la compagnie de la baie d'Hudson au Canada, qui était une compagnie qui vendait des fourrures, et qui avait enregistré de manière extrêmement précise, pendant plus d'un siècle, le nombre de peaux de lynx et de lièvres rapportés par les trappeurs. Et on sait que le nombre de peaux était très bien corrélé au nombre d'individus qui étaient dans la nature. Quand il y avait plus d'individus, les trappeurs en attrapaient plus et avaient plus de peaux. Quand il y en avait moins, ils ramenaient moins de peaux. Et donc on a d'excellentes données sur la dynamique de ce couple proie-prédateur, ce qui nous a permis de comprendre comment il fonctionnait. Donc ici, sur ce graphe, vous avez en abscisse le temps et en ordonnée le nombre d'individus, soit de lièvres en vert, soit de lynx en rouge. Et assez logiquement, si on part proche de zéro pour les deux populations, au départ il y a peu de lynx, donc les lièvres survivent bien, se reproduisent, et leur population augmente très rapidement. Mais au fur et à mesure qu'il y a plus de lièvres disponibles, ils constituent une source importante de nourriture pour les lynx, qui vont donc pouvoir se reproduire, multiplier, et qui vont donc exercer une prédation de plus en plus forte sur la population de lièvres, qui va finir par chuter lorsqu'il y a trop de prédateurs. Donc plus il y a de prédateurs, moins il y a de lièvres. Moins il y a de lièvres, moins il y a de prédateurs. Et donc les prédateurs eux-mêmes vont se mettre finalement à chuter, ce qui va progressivement permettre aux lièvres, en l'absence de prédateurs, de redémarrer. Et on peut recommencer. Et on observe ainsi des cycles assez réguliers, entre 8 et 11 ans de fréquence, et qui sont à la fois pour la population de lièvres, ici en bleu, et pour la population de lynx, ici en rouge. Avec toutefois un léger décalage pour la population de prédateurs, qui évidemment réagit avec un petit temps de retard sur la population de proie disponible. Et ces cycles ont inspiré le modèle mathématique de Lotka-Volterra, du nom de deux auteurs qui l'ont développé dans les années 1920, et qui décrit des interactions entre prédateurs et proie à l'aide d'équations différentielles, c'est-à-dire de formules mathématiques liées au temps, et qui reproduisent étonnamment bien ces cycles avec très peu de paramètres, c'est-à-dire de descripteurs de ces populations, comme le taux de natalité ou le taux de prédation. Et de manière générale, ces systèmes assez simplistes nous ont permis de construire des modèles mathématiques qui reproduisent plutôt bien la dynamique des populations, seules ou en interaction, avec des prédateurs, des compétiteurs, des parasites, et qu'on a pu ensuite progressivement complexifier, comparer aux données de labo ou de terrain dans des systèmes plus complexes,
pour pouvoir comprendre ces systèmes plus complexes. Parce que même dans les écosystèmes très simples, comme le Grand Nord canadien, les choses sont nécessairement plus compliquées que le lynx et le lièvre. Ici, le lynx se nourrit principalement de lièvres, mais il a quand même plusieurs espèces proies, comme par exemple le lagopède des neiges. Et quant au lièvre, même si le lynx est son prédateur principal, il a également plusieurs types de prédateurs, comme le harfang des neiges. Les prédateurs sont donc en compétition entre eux, les proies également en compétition entre elles. Les prédateurs ont aussi des parasites, les proies aussi, et les parasites sont aussi en compétition entre eux, etc. Et toutes ces populations sont en interaction et ont des effectifs qui vont différer à la fois dans le temps et dans l'espace, du fait de ces interactions avec les autres espèces, mais également du fait d'autres facteurs, climatiques ou autres. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec différents niveaux d'acteurs dans ce qui constitue ce qu'on appelle des réseaux trophiques. Ici, deux réseaux qui restent particulièrement simples. Un réseau d'animaux terrestres dans le désert nord-américain et là un réseau marin dans l'Antarctique. Ces deux réseaux font intervenir un tout petit nombre d'espèces, mais on peut évidemment rencontrer des réseaux plus complets qui donc vont devenir rapidement plus complexes, même si vous voyez ici dans la légende qu'il s'agit d'un réseau simplifié de l'Atlantique Nord-Ouest, parce qu'évidemment, il est difficile de prendre en compte toutes les espèces et toutes les interactions entre ces espèces. Et lorsqu'on veut modéliser ces interactions, afin d'en tirer des enseignements soit précis sur une espèce donnée, soit globaux sur l'ensemble du système, on se retrouve donc avec une quantité d'informations qui peut être difficile à gérer, soit conceptuellement, soit même mathématiquement. Et je n'ai parlé ici que des relations trophiques, c'est-à-dire des relations de prédation. Il y a toutes les autres relations à prendre en compte avec les autres espèces vivantes, la compétition, le parasitisme, le mutualisme, etc. Mais également prendre en compte le compartiment abiotique, c'est-à-dire non vivant, les flux d'énergie et de matière, ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, de l'azote, du phosphore, du soufre, du carbone ou de l'eau, et qui, eux, influencent non seulement les populations dans leurs habitats, mais également les écosystèmes et les paysages à des échelles beaucoup plus importantes. Et on arrive à la dernière échelle, qui est celle sur laquelle je travaille avec mes collaborateurs depuis une quinzaine d'années, la macroécologie, qui s'intéresse aux grands patrons de distribution d'espèces, aux grandes tendances de dynamique des populations. Il y a des échelles spatiales très importantes, comme ici de l'ordre du continent, voire globales, et également des échelles taxonomiques importantes, c'est-à-dire des grands groupes d'espèces, comme toutes les plantes, ou tous les oiseaux, tous les poissons de rivière, etc. Donc pour résumer, on peut dire que l'écologie a pour objectif de comprendre les schémas de biodiversité, qu'est-ce qui existe, dans quelles combinaisons, comprendre comment ils fonctionnent, quels sont les processus, les mécanismes, comprendre comment ces schémas évoluent, je parle dans le temps court, en particulier dans le contexte des changements globaux, et comprendre de manière appliquée comment les protéger, y compris au niveau du processus de création de la biodiversité, c'est-à-dire la protection du potentiel évolutif. Et cela nous amène à notre troisième partie, ces trois concepts qui façonnent l'étude de la biodiversité. Et le premier de ces concepts, c'est celui de la complexité. Alors, je pourrais l'introduire par une citation d'un autre écologue célèbre, qui est malheureusement difficilement traduisible en français, mais qu'on pourrait tenter de transposer en « l'écologie, ce n'est pas de la physique quantique, c'est bien plus complexe ». On a vu en effet que la biodiversité se caractérisait par un certain nombre d'attributs, elle est riche, elle est multiscalaire, elle comporte de nombreuses interactions, et elle est dynamique dans le temps et dans l'espace. Et pour mieux vous faire réaliser concrètement, je vais faire un petit exercice en me basant sur cette salle de cours au Collège de France, salle de cours dont j'ai demandé les mesures afin de pouvoir estimer la biodiversité typique de certains écosystèmes emblématiques sur cette même surface. Et le premier exemple, c'est celui d'un récif corallien. Donc, sur une surface de la taille de cette salle, on trouve en moyenne 10 à 20 espèces de coraux. On trouve quelques dizaines d'espèces d'éponges, d'anémones, 10 à 25 espèces de poissons. Des algues et des herbiers, on en trouve une dizaine à une vingtaine. Des mollusques, des crustacés, entre 100 et 200 espèces sur cette surface. Oursins, étoiles de mer, 10 à 15 espèces. Et micro-organismes et planctons, des milliers à des dizaines de milliers.
peut répéter l'exercice pour la forêt amazonienne, où sur cette surface toujours de sable, on trouve en moyenne une dizaine d'espèces de vertébrés, oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, 20 à 25 espèces d'arbres, avec des dizaines d'autres espèces de plantes, 500 à 1000 espèces de champignons, 5000 à 10 000 espèces différentes d'insectes. Je ne parle pas d'individus, je parle d'espèces différentes sur cette surface de sable. Et des micro-organismes, bactéries, protéistes, des dizaines de milliers d'espèces. Donc, pour résumer, on aurait sur cette surface entre 5 et 15 000 espèces dans le récif, entre 10 et 20 000 espèces dans la forêt. Or, évidemment, ces écosystèmes sont bien plus grands que cette salle. Je vous rappelle que la barrière de corail est tellement grande qu'elle est visible depuis l'espace et que la forêt amazonienne est 10 fois plus grande que la France. Mais même sur ces petites surfaces, on a des milliers d'espèces en interaction. Donc, complexité. Avec seulement 4 molécules d'ADN, ACTG, on peut coder l'ensemble du vivant sur Terre, y compris les millions d'espèces existantes et les milliards d'espèces qui ont existé. Avec seulement les 92 éléments chimiques du tableau périodique, on a toutes les briques de base de toute la matière sur Terre. Les roches, l'eau, les êtres vivants, l'atmosphère, etc. Imaginez la complexité de l'ensemble des interactions qui sont possibles entre des dizaines de milliers d'espèces vivantes dans les écosystèmes. De plus, non seulement les espèces sont en relation directe avec plus d'une espèce, donc souvent de nombreuses espèces, mais elles sont aussi en relation indirecte, par le biais d'une ou plusieurs relations directes. Dans l'exemple lièvre-lynx, les ressources en plantes du lièvre peuvent avoir un effet important sur la population de lynx, même si le lynx ne mange pas de plantes. Et en fait, ici, les espèces 1 et 3 sont en relation indirecte par le biais de l'espèce 2. Il ne faut pas oublier non plus que chacune de ces populations, ici représentées par un engrenage, est en fait un ensemble hétérogène d'individus de la même espèce en interaction aussi directe et indirecte, qu'on peut imaginer comme un gros engrenage qui pulse en 3D, qui grandit à certains endroits, qui diminue à d'autres, selon l'espace, mais aussi en fonction du temps. Tous ces ensembles d'engrenages, qui sont eux-mêmes dynamiques, peuvent être assez complexes et assez nombreux. Et l'ensemble forme des communautés qui fonctionnent de manière précise, en mouvement perpétuel. Et ces communautés sont liées les unes aux autres pour former des écosystèmes. Ces écosystèmes, je vous le rappelle, sont aussi très fortement dépendants des cycles biogéochimiques, comme le cycle du carbone, de l'eau, du soufre, du phosphore, de l'azote. Et à la plus grande échelle, les écosystèmes s'influencent les uns les autres. Les cycles biogéochimiques et les courants dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère connectent les écosystèmes pour en faire une biosphère incroyablement complexe. En résumé, chaque population est déjà un système très complexe. Chaque paire de populations forme des systèmes encore plus complexes. Ces systèmes sont rarement par paires, car il y a de nombreuses interactions directes et de relations indirectes, qui forment des réseaux trophiques extrêmement riches, auxquels il faut associer des compartiments abiotiques de différents composants chimiques qui forment des cycles à grande échelle. Le tout constitue donc des systèmes incroyablement complexes. Et c'est pour ça que les écologues, quand ils voient un écosystème, au-delà de la beauté esthétique qu'il peut contenir, c'est également l'élégance fascinante de cette complexité dynamique, autopoïétique, multiscalaire, adaptative, résiliente et toujours unique qui caractérise les écosystèmes. Et de cette complexité innée, structurelle, naît naturellement notre second concept, celui des paradoxes. Car on comprend que lorsqu'on a de nombreuses interactions, directes et indirectes, il est normal que certaines de ces interactions soient contre-intuitives et nous apparaissent comme des paradoxes. Et ces paradoxes sont partout dans l'écologie, et c'est une des choses qui m'a particulièrement motivé dans cette discipline, et je vais vous donner quelques exemples simples dans différents champs disciplinaires de l'écologie, en commençant par l'écologie des communautés, où l'on découvre que les engrais peuvent tuer les plantes. Alors en fait, il y a des études justement de David Tillman, celui que j'ai cité au début,
des études à long terme très célèbres qui ont montré que l'ajout de nutriments dans un écosystème, comme l'azote et le phosphore, peut réduire la diversité des espèces en favorisant la croissance de quelques espèces dominantes, notamment des graminées, ici, à croissance rapide, qui vont évincer les autres. La baisse de la diversité a ensuite des répercussions sur la stabilité des écosystèmes, qui va rendre plus vulnérables aux perturbations, comme les sécheresses, les maladies par exemple. En plus, la domination de ces quelques espèces affecte les cycles de nutriments et la productivité globale, la biomasse finale, à long terme. En écologie forestière, on a découvert à nos dépens que la lutte contre les incendies, en fait, pouvait créer des méga-feux. En empêchant les incendies naturels de faible intensité, les forêts accumulent un excès de broussailles et de matières mortes, en fait du combustible qui ne demande qu'à brûler. Et lorsque ces incendies se déclarent, ils se transforment en véritables brasiers. Et ça peut faire d'importants dégâts écologiques, matériels, et notamment, ça peut endommager la structure du sol, augmenter l'érosion, détruire les habitats, etc. En agroécologie, donc la sous-discipline qui s'intéresse aux écosystèmes cultivés, on a découvert le paradoxe des insecticides qui peuvent conduire à des nuages d'insectes, notamment de criquets. En fait, l'utilisation excessive de pesticides pour combattre les criquets qui dévastent les cultures en Afrique et en Asie tue aussi leurs ennemis naturels, par exemple les oiseaux prédateurs par accumulation des pesticides, ou les guêpes parasites qui meurent directement. Et en l'absence de ces ennemis naturels, les quelques survivants, criquets, pas nombreux forcément, mais ils n'ont plus à ce moment-là de prédateurs ou de parasites pour les maintenir à faible densité, pour les contrôler. Et donc ça va leur permettre de rebondir rapidement et entraîner des explosions encore plus importantes. Dernier exemple, avec l'écologie appliquée, ou biologie de la conservation, où en fait on a un triple paradoxe, tous liés au fait que les loups rendent les routes plus sûres. Donc le premier paradoxe, c'est qu'on a découvert que le retour des loups dans un État aux États-Unis avait permis de diminuer de près d'un quart le nombre d'accidents de voiture qui étaient en fait dus à des accidents par collision avec les cerfs, les proies des loups. Le deuxième paradoxe, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui râlaient parce que c'était un programme coûteux que de réintroduire les loups, mais en fait, le bénéfice économique des baisses d'accidents est 63 fois supérieur au coût du programme de réintroduction. Et enfin, ce qui est intéressant également, c'est que la majeure partie de cette réduction n'est pas due à un déclin de la population de cerfs, elle n'a pas forcément beaucoup décliné, mais c'est en fait une réponse comportementale des cerfs aux loups qui fuit ce qu'on appelle un paysage de la peur, c'est-à-dire que les cerfs ne vont plus aller en orée des bois ou dans des endroits découverts pour ne pas se faire prendre par les loups, et donc près des routes par exemple. Et ces paradoxes, je les ai rencontrés dès le début de ma thèse, dès le début de ma carrière, et là ici je donne un exemple sur mes travaux de doctorat, où j'ai pu démontrer par exemple que les chats infectés vivaient plus longtemps que les autres. Alors l'infection en question, c'est un virus mortel, le VIF, le virus de l'immunodéficience féline. En fait, le sida du chat, c'est le virus homologue du VIH chez l'humain. Et les chats qui sont infectés par le VIF étaient ceux qui vivaient le plus longtemps. En fait, ce VIF se transmet par morsure lors de combats, et les chats qui se battent, c'est les chats les plus dominants. Et les plus dominants, c'est les plus gros, c'est les plus en forme, et c'est ceux qui vivent le plus longtemps. En plus, la durée de période asymptomatique des virus est souvent plus longue que la durée de vie des chats en milieu naturel, qui est quand même très très courte. Et donc, les chats infectés vivent plus longtemps, mais ils ne vivent pas plus longtemps parce qu'ils sont infectés. Ils vivent plus longtemps, et c'est ceux qui sont infectés. En postdoc, à Cambridge, j'ai démontré que contrairement à l'accent très fort qui est classiquement mis en compétition en écologie, c'était paradoxalement de ne plus pouvoir partager qui pouvait causer la perte de certaines espèces. En effet, dans la plupart des espèces vivantes, moins on est nombreux, plus il reste de ressources et mieux on se porte. Mais il y a certaines espèces pour qui, au contraire, la coopération obligée pour survivre, pour se reproduire, va impliquer qu'en dessous d'un certain nombre d'individus dans un groupe, les groupes vont être condamnés à disparaître. Ça s'appelle l'effet Ali. En fait, j'ai travaillé sur les suricates et j'ai pu montrer que lorsqu'ils ne sont plus assez nombreux, ils ne peuvent plus alerter des prédateurs. Les lycaons, sur lesquels j'ai travaillé en même temps,
ne peuvent plus, eux, nourrir la mère et les petits, qui vont mourir de faim. Et donc, dans ces deux cas, en deçà d'une certaine taille de groupe, le groupe est voué à disparaître. Et en plus, chez les deux, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait du babysitting par les membres du groupe pendant que les autres allaient chasser. Et en fait, le babysitting devient trop coûteux énergiquement parce que celui qui reste au nid ne se nourrit pas. Et il cesse en dessous de 5 individus, ce qui fait que dans les deux cas, les petits restés au nid, sans protection, ne survivent en général pas longtemps. Un peu plus tard, j'ai travaillé sur le paradoxe de la rareté qui nous pousse à détruire les espèces lorsqu'elles deviennent rares. En fait, lorsqu'une espèce devient trop rare, son exploitation devient trop chère et donc elle va cesser naturellement. Ça, c'est la théorie de l'économie. En pratique, le simple fait que les humains attribuent de la valeur à la rareté fait qu'il y a une boucle de rétroaction positive entre la valeur et la rareté. Plus une espèce est rare, plus elle a de la valeur. Plus elle est exploitée, plus elle devient rare, plus elle a de la valeur, jusqu'à l'extinction. En fait, ça, on a pu le démontrer sur de nombreuses plantes et animaux, dans plusieurs types d'activités humaines, médecine traditionnelle, chasse aux trophées, collection, écotourisme, marché du luxe. Et enfin, un dernier exemple. J'ai travaillé sur le triple paradoxe des espèces charismatiques, qui sont étrangement à la fois celles que nous préférons, celles qui sont dans toutes nos histoires, qui sont nos peluches et nos héros de livres d'enfants, dans toutes nos pubs et logos de vie d'adulte, et qui sont celles que nous menaçons le plus. Le deuxième paradoxe que nous avons mis en évidence avec toute une série d'études, c'est que ces espèces sont en fait tellement présentes dans notre culture que nous pensons souvent qu'elles sont communes, ce qui limite notre capacité de soutenir leur protection. Et enfin, le troisième paradoxe, c'est que la science connaît finalement très peu sur ces espèces qui sont pourtant partout présentes dans nos sociétés, très peu même par rapport à d'autres espèces. Et comme pour les programmes de protection au-dessus, les études fondamentales sur ces espèces sont en nombre insuffisant. Et au fil des études menées avec mes différents nombreux collègues dans mon équipe, j'ai également pu démontrer que paradoxalement, les chats peuvent protéger les oiseaux, les lapins peuvent tuer les oiseaux, les fourmis les plus agressives, les espèces de fourmis les plus agressives perdent souvent leur guerre, les cochons peuvent éliminer les populations de renards, des espèces peuvent être à la fois menacées et menaçantes, et il faut parfois lutter contre la biodiversité pour protéger la biodiversité. Et ça, je vous parlerai de tous ces points-là dans les cours qui vont suivre cette leçon. Dans tous ces exemples, chaque fois que ces paradoxes ont été compris, lorsqu'une approche globale ou holistique de l'écosystème a été entreprise. Et nous voilà donc dans notre troisième concept, troisième et dernier, celui de globalité ou de holisme. Cette approche holistique, lorsqu'elle a été employée, elle a souvent permis de comprendre quels autres acteurs, souvent cachés, ou quels autres mécanismes, souvent méconnus, se déroulaient dans ces écosystèmes. En écologie, ça permet de mieux comprendre, et en biologie de la conservation, ça permet de mieux protéger. Et cette approche holistique, elle est donc essentielle pour comprendre un certain nombre de choses, mais je vais commencer évidemment par la complexité des interactions écologiques, puisque j'ai beaucoup insisté sur cet aspect jusqu'ici. En fait, les écosystèmes, c'est des réseaux complexes, on l'a vu, où chaque élément interagit avec plusieurs autres, et une perturbation dans un seul de ces composants peut avoir des effets en cascade. Et je vais vous expliquer ça avec l'exemple de la douzaine de loups qui a été réintroduit il y a quelque temps dans le parc du Yellowstone, aux États-Unis, dont on dit que ça a modifié le cours des rivières. En fait, on a introduit les loups principalement pour limiter la population de leur proie, les élans, qui étaient beaucoup trop nombreux, n'étaient pas contrôlés par un prédateur, même les chasseurs n'arrivaient pas à les limiter, et ça avait un impact sur la végétation. Donc on a introduit les loups, et ça a eu en effet un impact sur la population d'élans. Ça a eu également, on ne s'y attendait pas forcément, un impact sur la population de coyotes, qui sont des compétiteurs des loups. Et le déclin des coyotes a eu un effet positif sur les proies des coyotes, principalement le cerf et l'aff, et toute une série de petits mammifères.
L'impact sur les élans, lui, il a eu un effet positif sur le compétiteur de l'élan, le bison, qui a donc vu ses populations augmenter. Mais également sur les ours et plusieurs oiseaux charognards, parce que quand le loup tue un élan, il va laisser un peu de viande sur la carcasse, et ça va bénéficier à des spécialistes des oiseaux ou à des généralistes. Et puis, principalement, les effets sur les élans ont eu des effets sur la végétation, sur les buissons, sur les arbres, qui sont souvent limités au niveau de jeunes pousses par les élans et qui ont donc pu pousser beaucoup plus. Alors, la production de buissons a fait une production de baies importante qui a bénéficié aux ours, mais surtout, la production de bois a bénéficié aux oiseaux et aux castors. Il y avait très très peu de castors au Yellowstone. Il y a plus de 100 populations de castors actuellement dans ce parc. Et les castors, ce sont des ingénieurs des écosystèmes, c'est-à-dire qu'ils vont modifier physiquement l'écosystème. Pour faire leur nid, ils font des barrages. Ces barrages vont faire des rétentions d'eau. Ces rétentions d'eau vont bénéficier à pas mal d'espèces de poissons, d'invertébrés, d'amphibiens, d'autres espèces d'oiseaux encore. Et puis tout ça, en fait, ça va modifier la morphologie des rivières. C'est pour ça qu'on dit que juste l'introduction d'un prédateur apical, c'est-à-dire un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, a eu un effet dans tout le réseau. Un autre exemple pour lequel une approche holistique est essentielle pour comprendre, c'est celui des effets synergiques et des effets émergents. Alors les effets synergiques, c'est lorsqu'on a un effet qui est plus important que la somme de ses composantes. Et un effet émergent, c'est lorsqu'on a des propriétés qui sont nouvelles, qui n'existaient pas dans les éléments constituant le système. Et donc l'interaction entre plusieurs facteurs peut produire des effets qui ne sont pas prévisibles en étudiant chaque facteur individuellement, parce que ça a des effets synergiques ou des effets émergents. Et un exemple de ça, c'est le réchauffement climatique combiné à l'acidification des océans, qui va affecter les récifs coralliens de manière plus dramatique que la somme de ces facteurs. Et c'est une approche holistique qui permet de mieux comprendre ces effets. Et cette approche holistique, elle nécessite donc la confrontation de diverses expertises et donc de diverses collaborations entre écologues. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on avait tous des profils très très différents les uns des autres, mais ça va aussi nécessiter de l'interdisciplinarité avec des collaborations avec des climatologues, des géographes, des mathématiciens, des sociologues, psychologues, économistes, etc., pour une compréhension plus complète des dynamiques environnementales. En biologie de la conservation, par exemple, cela nécessite une bonne connaissance des espèces concernées, de leurs habitats, mais également des populations humaines qui y vivent. Et il existe maintenant très peu d'écosystèmes où il n'y a pas de population humaine. En plus d'être essentiel pour comprendre, l'approche holistique est essentielle pour savoir comment agir, notamment pour les programmes de conservation de la biodiversité, parce que les espèces et les espaces qui sont menacés doivent souvent être gérés dans l'urgence et on a peu droit à l'erreur. Et donc une approche holistique est nécessaire pour éviter ces situations contre-intuitives qu'elles puissent mener à des résultats qui sont à l'opposé de l'objectif, c'est-à-dire des pertes de biodiversité au lieu de protéger la biodiversité. Un exemple classique ici, c'est les programmes de conservation d'éléphants d'Afrique, où en fait la surprotection de ces herbivores sans faire attention au reste de l'écosystème a conduit à une compétition pour les ressources végétales avec d'autres herbivores, et notamment les antilopes et les buffles, qui donc ont été affectés négativement, et ça a également modifié la structure de la végétation dans tout l'écosystème. Et sur le même exemple, cette fois-ci en prenant la composante humaine, l'interdiction de commerce de l'ivoire pour réduire le braconnage des éléphants, qui était en fait la cause principale de mortalité, ça a créé un marché noir lucratif, et ça a augmenté la valeur de l'ivoire, et ça a incité davantage le braconnage dans certaines régions. Alors, en biologie des invasions, un autre domaine dont je vais vous parler dans les cours suivants, cette approche holistique a rarement été entreprise. C'est une approche qui est coûteuse en temps, en investissement, qui est incertaine et qui est assez ingrate. C'est une approche dont j'ai fait un peu ma spécialité dans les invasions biologiques, et c'est l'approche notamment qui a été entreprise dans l'île Surprise, en Nouvelle-Calédonie, qui a été envahie par des rats qui menaçaient les oiseaux, les tortues marines,
et que j'ai étudié dans l'intégralité de son écosystème sur une très longue durée. Et cette approche, ce système, cet écosystème, fera l'objet du cours numéro 6. C'est également l'approche qui a été utilisée dans l'île de Santa Cruz, au large de Los Angeles, pour comprendre la disparition d'un petit renard unique au monde, qui ne vit que dans ces îles-là, et qui était en danger critique d'extinction. Et ça, je vous raconterai son histoire dans le cours numéro 8. Donc, ces concepts de complexité, de paradoxe et de holisme vont donc être au cœur des cours qui vont suivre cette leçon introductive, des cours qui seront tous focalisés sur la biologie des invasions. L'idée, c'est de comprendre l'importance des différentes dimensions de la biologie des invasions, qui n'est qu'un champ disciplinaire de l'écologie, et de se rappeler que ce n'est qu'un petit coup de loupe sur juste une petite partie et un petit angle de vue, et que pratiquement n'importe quel petit aspect en écologie pourrait faire l'objet d'un cours similaire, et que tous ces petits aspects sont liés entre eux, s'influencent et s'enrichissent mutuellement. En fait, comme je vous l'ai exposé au début, l'écologie fait souvent intervenir d'autres disciplines, et c'est le cas également de la biologie des invasions, et qu'on va appeler alors plus volontiers ici la science des invasions. Et donc chacun de mes cours va traiter d'un aspect particulier des invasions, mais il sera suivi d'un séminaire, d'une ou un scientifique travaillant dans une autre discipline et apportant un éclairage complémentaire, interdisciplinaire, sur cet aspect. Ainsi, vous aurez des cours sur l'écologie des invasions, mais également des séminaires complémentaires en épidémiologie, en philosophie, en économie de l'environnement, en évolution, en écologie fonctionnelle, en sciences de la conservation, en biogéographie, avec un séminaire de conclusion sur l'interface entre les sciences et l'art. Donc avec ces notions de complexité, de paradoxe et de holisme, j'espère avoir éveillé votre curiosité et aiguisé votre regard scientifique. J'espère également que ces réflexions vous inspireront à approfondir votre compréhension de la biodiversité et à découvrir davantage le domaine fascinant qu'est l'écologie, voire même à laisser votre imagination explorer les innombrables possibilités d'interaction dans les écosystèmes. Quelle que soit la richesse de votre vision, il est fort probable que ce que vous imaginez existe déjà quelque part dans les méandres de la nature, voire qu'un phénomène tout aussi extraordinaire reste encore à découvrir. La science nous enseigne que souvent, la réalité dépasse les hypothèses les plus audacieuses. Carl Sagan a dit un jour « Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. » Et il n'y a probablement aucun domaine où cela est plus vrai que la biodiversité. Je vous remercie.